Parti des Togolais, Monsieur Nathaniel Olympio. Monsieur Nathaniel Olympio, encore une fois, bonjour. Bonjour à nouveau. Voilà, alors le Parti des Togolais dont vous êtes le président national et qui est membre du Front Citoyen Touche pas à ma Constitution, dont vous êtes le porte-parole, comment se porte votre formation politique? Écoutez, le Parti des Togolais s'est inscrit il y a une dizaine d'années dans la conscientisation de la population. Et l'une de nos actions, de nos axes, je dirais, d'engagement, ça a été d'éveiller la conscience des Togolais sur le fait que nous sommes dans un environnement politique où l'élection n'offre pas la possibilité aux citoyens de désigner ses représentants et d'avoir des élections où leurs voix sont prises en considération. Ça, c'est notre premier axe d'action. Ensuite, nous avons également engagé une démarche sur le fait que les Togolais ne possèdent pas de pièces d'identité. Ça aussi, c'est un canal sur lequel nous avons mené des actions très intenses, mais jusqu'à présent, c'est vrai que nous n'avons pas encore atteint les objectifs, puisque aux dernières indications, seulement 15% des Togolais disposent d'une carte nationale d'identité. Donc 85% n'ont pas de pièce d'identité. Mais vous, à l'époque, vous aviez dit, quand les Togolais détiendront en masse leur pièce d'identité, ou disons la carte d'identité, ça donnerait un fichier fiable, ou beaucoup plus fiable. Alors, c'est pour cette raison, c'est à cause de l'implication électorale de la carte d'identité que le régime togolais refuse de poser les actes qu'il faut pour permettre aux Togolais d'avoir l'acte de naissance, d'avoir le certificat de nationalité et d'avoir la carte nationale d'identité. Oui, à cause de l'implication électorale, eh bien, on prive les Togolais de ce document qui est aussi un outil de planification des services sociaux. Quand on n'a pas une maîtrise des citoyens, eh bien, il est difficile de planifier les choses. Et c'est pour ça que, malheureusement, aujourd'hui, nous souffrons au Togo de toutes ces lacunes entretenues par le régime. Oui, mais entre-temps, on a commencé par évoquer l'identification biométrique. C'est vrai, la carte d'identité ou bien avoir sa pièce d'identité et puis avoir une identité biométrique, les deux ne disent pas la même chose. Mais quand même, est-ce qu'il y a une similitude? Il n'y a aucune similitude, absolument pas. La carte d'identité, elle est nationale, c'est-à-dire que c'est l'acte posé par l'État pour reconnaître ses citoyens en délivrant la carte d'identité. L'identification biométrique dont vous parlez, c'est simplement donner un numéro à toute personne vivant sur le territoire national. Ce sont deux choses complètement différentes. Sauf que c'est vrai que l'opération d'attribution de numéros à chaque personne vivant sur le territoire est une bonne occasion pour faire en sorte que les Togolais puissent aussi disposer d'une pièce nationale d'identité. Malheureusement, nous avons interpellé le régime sur cet aspect des choses, mais ils font la sourde oreille et ils ne veulent absolument pas donner des cartes d'identité aux Togolais. Et ça, c'est bien le problème que les Togolais affrontent en matière de citoyenneté. Oui, le fichier électoral, le plus souvent, c'est un sujet à caution, à problème entre les acteurs politiques. Alors, est-ce que le fait de n'avoir pas suffisamment établi de pièces d'identité aux Togolais joue sur la fiabilité du fichier électoral? Mais la réponse est dans la question. Absolument. On ne peut pas prétendre avoir un fichier fiable si on est incapable d'identifier précisément les citoyens togolais. Et aujourd'hui, nous savons que les inscriptions sur les listes électorales se font par témoignage. C'est-à-dire que deux personnes viennent et elles présentent une troisième personne en disant « cette personne, elle est togolaise, elle a l'âge de la majorité, donc elle peut voter ». Et c'est comme ça que, d'après le rapport que l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, a
élaboré en 2015, eh bien, ce rapport disait que plus de 75% des inscrits sur la liste électorale sont inscrits sur témoignage. Voilà. C'est la preuve flagrante que le fichier électoral n'est pas fiable et il ne peut pas l'être dans ces conditions. La conséquence directe, c'est quoi? C'est que si vous prenez un fichier qui n'est pas fiable, ben, vous avez une élection dont les résultats ne sont pas sincères. Mais cette même OIF était revenue encore la dernière fois dire que le fichier est fiable. Bah écoutez, ça c'est le grand paradoxe. Ils soufflent le chaud et le froid à la fois ou bien comment? Non, en fait, ils perdent leur crédibilité. Pourquoi je dis ça? Lorsque vous avez fait une évaluation d'un fichier électoral en 2015 et vous avez estimé que 75%, plus de 75% sont inscrits sur témoignage et que vous recommandez que l'État puisse améliorer cette situation, vous revenez 10 ans plus tard faire le même travail et vous ne parlez plus du tout de la recommandation que vous avez faite 10 ans plus tôt et vous vous contentez de dire que le fichier est fiable. La crédibilité de l'OIF dans cette affaire est complètement entamée. D'accord? Alors, depuis 2015, année électorale au cours de laquelle votre ancien président, Alberto Olympio, a été empêché d'être candidat à cause de quelques déboires judiciaires, le parti des Togolais Gamessou ne s'intéresse plus jamais aux élections. Monsieur Nathaniel Olympio, qu'est-ce qui vous agace tant? Alors, il faut rappeler une chose, Alberto a retiré sa candidature à cause des conditions. À cause des conditions d'organisation des élections. Et si vous avez un bon souvenir, nous avions à l'époque, et Alberto l'a présenté, fait une conférence pour montrer comment le fichier électoral était complètement biaisé. On avait évalué à peu près 8% qui étaient réservés aux partis au pouvoir. Depuis 2015, nous nous sommes engagés dans la voie de la sensibilisation de l'opinion pour partager les constats que nous avons faits. Et les constats que nous avons faits sont très simples. Et je crois que aujourd'hui, après les élections qui viennent d'avoir lieu, tout le monde vient à ce constat-là. Et il est simple. Depuis l'ère de la démocratisation à aujourd'hui, toutes les élections qui ont été organisées, absolument toutes, en dehors de la toute première qui est l'élection de 1994, l'élection législative, toutes les élections ont été gagnées par le parti au pouvoir. Absolument toutes les élections. Et aucune n'a échappé à la contestation. D'accord? Nous sommes en train de parler d'une trentaine d'années. Hein? Oui. Toutes les élections. Sauf celle de 94 remportée par le cas de Maître Agboibo. Absolument. Donc, quand vous faites l'analyse de cette situation, vous vous demandez, mais à quoi servent les élections au Togo si c'est toujours les mêmes personnes qui gagnent et si c'est toujours la même contestation qui est faite par l'opposition et la population. Donc, nous avons dit ceci, pour que nous puissions atteindre les objectifs de démocratie, de liberté et d'état de droit, eh bien, il faut sortir du schéma électoral. D'autant plus que lorsque nous allons aux élections, les partis d'opposition, eh bien, se combattent entre eux. Et à la sortie des élections, les partis ne peuvent même plus se parler. Et donc ne peuvent pas travailler ensemble. Tout ça, ça pénalise l'élection. Ça pénalise la lutte, pardon. Vous comprenez? Donc, c'est le message que nous adressons depuis 10 ans. Je me souviens, une fois, je suis venu dans ce bureau et ce studio, et on m'a posé la question si nous ne prêchions pas dans le désert. Oui. Non, nous ne prêchons pas dans le désert. Et aujourd'hui, après, je dirais, la razzia électorale, j'appelle ça une razzia électorale, que le régime vient de nous faire voir, tout le monde a compris et la population a été la première à comprendre qu'il ne faut plus participer à ce type d'élection. Et c'est pour ça que les Togolais ne sont pas allés voter. Et il ne faut pas penser que c'est quelqu'un qui a soufflé dans les oreilles des Togolais qu'il ne faut pas y aller. Non, les Togolais ont compris que leur vote
ne sert à rien, on ne respecte pas leur vote, et donc ça ne sert à rien d'aller à ces fraudes qui sont organisées. Oui, mais entre-temps, c'est la chaise vide, la politique de la chaise vide qui a payé caché, a conduit à où l'opposition aujourd'hui? Je pense que c'est une lecture un peu restrictive que vous faites quand vous parlez de politique de la chaise vide. Je vous explique. Quand on est dans l'opposition, on est supposé être en démocratie. Parce que la notion d'opposition est une notion qui émane de la démocratie. Oui. Nous ne sommes pas en démocratie, donc il est même difficile de parler d'opposition. Ça, c'est la première chose. Mais, faisons comme si, quand il y a des députés de l'opposition à l'Assemblée, leur rôle, c'est de faire aussi des propositions de loi pour améliorer le quotidien des Togolais. Depuis 30 ans que nous faisons des élections législatives et que les députés de l'opposition sont présents à l'Assemblée, nous n'avons jamais eu l'occasion d'avoir une proposition de loi qui émane de l'opposition. À quoi sert accepter et voter? Accepter et voter, c'est ça, c'est l'objectif. À quoi sert donc l'opposition à l'Assemblée nationale? Donc, on nous parle souvent de la minorité de blocage. Moi, je veux bien comprendre pourquoi il faut aller à l'Assemblée nationale uniquement pour être en mesure de bloquer un changement de constitution. Un changement de constitution, ce n'est pas tous les jours que ça se fait. Donc, nous devons avoir plus d'ambition que ça. D'accord? Et donc, quand on nous parle de la politique de la chaise vide, moi, je n'ai jamais dit qu'il faut rester à la maison, les deux mains entre les cuisses et regarder les choses se passer. Il faut plutôt que, et c'est à ça que j'appelle les Togolais, il faut que nous nous organisions pour avoir notre vision. Il faut qu'on ait une vision pour la lutte. Il faut qu'on établisse nos objectifs et il faut qu'on se donne la voie à suivre avec les moyens qu'il faut pour atteindre ces objectifs-là. Et si aujourd'hui, tout le monde, y compris ceux qui participent aux élections, comprennent que l'élection, telle que c'est organisé dans notre pays, ne donne pas la possibilité d'une alternance, ne donne pas la possibilité d'aller vers la démocratie. Bien au contraire, tout nous montre que ceux qui sont là, ils sont en train de monarchiser la République. D'accord. Avant de revenir sur l'aspect que vous venez de soulever, très simple, hein? Alors, monsieur Nathaniel Olympio, les Togolais veulent savoir à quelles conditions votre formation politique pourrait éventuellement participer aux élections au Togo. De manière simple. Mais il faut simplement que nous ayons un cadre propice au respect du scrutin, au respect du choix des citoyens et des électeurs. C'est comme disait le professeur Ninavi il y a 30 ans. Démocratie d'abord, multipartisme après. Je ne dis pas de laisser le multipartisme de côté, c'est déjà un gain que nous avons. Mais ce que je dis, c'est que nous, politiques, nous devons avoir le sens de la responsabilité et nous dire que, eh bien, nous ne pouvons pas exprimer librement ce que nos partis veulent mettre en place. Dans ce cas, eh bien, mettons de côté les prérogatives du parti et luttons pour la démocratie, l'état de droit. Alors, en dépit de tout ce que vous venez de nous exposer, le Togo vient d'organiser un double scrutin, vous l'avez dit, largement remporté par le parti au pouvoir. Alors, que vous inspire tout ce qui vient de se passer, notamment cette victoire écrasante de UNI confirmée par la Cour constitutionnelle avant-hier, et que rejette en bloc l'opposition, même celle qui est participationniste? Les premiers qui ont rejeté ces résultats, ce sont les Togolais qui n'ont pas voulu même y participer. Les abstentionnistes? Parce qu'ils ont anticipé ce que seront les résultats. Parce qu'ils se sont appuyés sur l'expérience qu'ils ont. C'est pour ça qu'ils ne sont pas allés voter. Donc ils sont les premiers à rejeter ces résultats. Ensuite, oui, vous venez de le dire, nos amis, pour qui j'ai beaucoup de respect, et qui ont participé, ils sont aussi les premiers, non seulement à dénoncer les conditions dans lesquelles ils participent à ces élections, mais ils rejettent avec force les résultats. Et ils ont raison de rejeter ces résultats parce que c'était simplement, comme je le disais, une razzia. Les choses se font, les fraudes se font de manière
ostensible, ils ne se cachent même plus. C'est-à-dire, on s'en fout, comme ils disent, on prend tout, et si vous n'êtes pas content, allez vous faire voir ailleurs, parce que il n'y a aucun recours, parce qu'il n'y a aucune institution qui est capable de dire le droit et de dire que, au moins ici, à Guérin-Kouka, c'est l'opposition, c'est tel monsieur, c'est monsieur Targon qui a gagné l'élection. Ils ne sont pas capables, malheureusement, dans nos institutions, d'avoir ce courage et de dire simplement le droit. Et c'est malheureux pour notre pays. Donc, le rejet de tous les recours par la Cour constitutionnelle, cela vous a surpris ou bien ne vous a pas surpris? Non, personnellement, cela ne m'a pas surpris. Moi, j'ai toujours trouvé assez candide nos frères et nos sœurs qui vont aux élections en disant il faut sécuriser le vote, en demandant aux militants, en demandant aux électeurs de rester, aux délégués de rester, de surveiller le dépouillement, d'avoir les procès-verbaux. Et ok, tout ça c'est très bien. Et c'est ce qu'il faut faire. Mais une fois qu'on fait ça, à quoi ça sert? À quoi ça sert de pouvoir se battre, parce que c'est une vraie bataille, et puisque on agresse les délégués dans les bureaux, on les chasse, on les menace, on les intimide, on fait tout pour les empêcher de travailler, mais même ceux qui sont téméraires et qui arrivent à avoir quelques PV, mais quand vous envoyez ça auprès des institutions qui sont habilitées à traiter vos recours, la Cour constitutionnelle ou la Cour suprême maintenant pour les régionales, mais qui là-bas va vous donner raison? À quoi toute cette énergie, toute cette force que vous avez déployée, à quoi ça aboutit si ce n'est de faire le constat que tout a été rejeté? Ce n'est donc pas la voie. La voie là, cette voie électorale, elle est sans issue dans les conditions actuelles. C'est pour ça que nous devons nous battre. Tout le peuple togolais doit se dresser. On doit redéfinir la manière de mener la lutte. Nous sommes révoltés, il faut exprimer notre révolte. Il faut que les dirigeants sachent que nous sommes révoltés, que nous ne sommes pas contents, nous sommes en colère. Et mais ce n'est pas la même lecture que fait le parti au pouvoir. Oui, mais qui dit que l'opposition mal organisée, et puis bon, la population apprécie et aime ces projets, etc. Le parti au pouvoir peut dire ce qu'il veut. Et ils ont le pouvoir, ils ont la force, ils ont l'arrogance, eh bien, ils font ce qu'ils veulent. Mais cela ne doit pas nous empêcher, nous, de nous organiser. Nous avons le droit et même le devoir de nous organiser pour défendre le droit, pour défendre nos libertés. Et c'est ce à quoi moi j'appelle les Togolais. Alors, que ce soit l'ANC, d'abord les FDR, l'ANC, la DMP, ADI, tous ceux-là qui vont siéger au Parlement le mardi prochain, alors, puisque cela intervient le deuxième mardi après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, alors ils parlent tous de mascarade et de parodie d'élection. Vous leur donnez raison? Mais je ne peux pas ne pas leur donner raison puisqu'ils disent la même chose que moi. On dit tous la même chose. C'est un constat général. Donc, le moment est propice, justement, étant donné que nous constatons tous que les élections sont une mascarade. Le temps est donc venu pour que on s'asseye et qu'on travaille ensemble sur d'autres méthodes de lutte. Et ces méthodes de lutte, elles doivent être citoyennes. Non, plutôt, eux, ils appellent à la reprise des élections. Je leur souhaite beaucoup de courage. C'est tout ce que je peux dire. Je leur souhaite beaucoup de courage. Si c'est la reprise des élections qu'ils veulent. Ok, imaginons que le régime accepte de faire la reprise des élections. Ce qui est complètement utopique, hein? Mais on va le faire avec les mêmes conditions et les mêmes institutions? Non, je pense que la bataille n'est plus là-bas. Et la bataille n'est pas là-bas. Elle se trouve alors... La bataille se situe au niveau des citoyens. C'est pour ça que nous parlons de lutte citoyenne. Et tout le monde d'ailleurs, y compris nos amis qui vont aux élections, parlent de lutte citoyenne. La lutte citoyenne, c'est de permettre que nous nous retrouvions dans un grand mouvement, tous ensemble. Et on met de côté les partis politiques, on met de côté les organisations de la société civile. Et ensemble, en un mot, on dit à ce régime, ça suffit comme ça. Et c'est l'esquisse donc de ce mouvement qui est le Front Touche pas à ma Constitution. Le Front Touche pas à ma Constitution a été mis en place pour justement dénoncer la manière cavalière, irrespectueuse, avec mépris dont la Constitution a été modifiée. Mais nous constatons qu'aujourd'hui, qu'en réalité, cette phase de la Constitution n'est qu'un épisode
de la manière méprisante dont le régime traite les Togolais. Donc au final, le vrai débat aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ce régime peut encore faire de pire aux Togolais après avoir malmené notre constitution de cette façon-là. Il n'y a pas pire que ça. Et donc, ce régime est devenu illégitime. C'est pour ça que, excusez-moi, je termine juste sur ça, c'est pour ça que la seule voie qui s'impose aujourd'hui, c'est que nous devons travailler pour aller à une transition. C'est le travail que nous devons faire. Transition. Oui, mais si on se rappelle ou si on s'en souvient bien, la loi n'avait même pas été votée avant que la mèche de la contestation ne soit allumée. Oui, parce que c'est la manière qui a sorti les Togolais de leur gond. Comment pouvez-vous admettre que le 26 mars 2024, nous nous réveillons et on nous dit, eh bien, nous avons changé de république parce que quelques dizaines de personnes ont prétendu avoir voté une loi constitutionnelle dans la nuit. Est-ce que c'est acceptable ça? Dans un pays qui se respecte, avec des dirigeants qui prétendent travailler pour le bien du peuple? Non. Et c'est pour ça que les Togolais se sont mis vent debout contre cette manière de faire. Et nous allons vous faire écouter un acteur qui est un enseignant qui s'est prononcé sur la nouvelle loi, ou disons la constitution qui a été votée et puis promulguée par le chef de l'État. C'est Bergias Mieté, qui est chercheur associé au laboratoire Afrique dans le monde à Sciences Po Bordeaux. Nous sommes en France. Il s'est prononcé sur RFI. Je vous fais écouter à ce dernier. Il y a plusieurs raisons qui ont présidé au changement de régime au Togo. Selon le président, ce système-là, ce régime permet plus de représentativité des différentes sensibilités politiques du pays. Et il permet aussi de consolider les acquis démocratiques. Et je pense qu'il y a une autre raison à cela, une raison principale, c'est que Faure Gnassingbé pouvait se porter candidat à l'élection présidentielle en 2025, sauf qu'à l'issue de ce quinquennat, il ne pouvait plus prétendre à la magistrature suprême. Et donc, ce changement de régime visait en réalité à prolonger le mandat du président en exercice indéfiniment. Et je pense que c'est l'une des principales raisons de ce changement de régime. Je pense que ce poste de président du Conseil de ministres a été taillé pour le président en exercice. Cette victoire écrasante est pour ma part sans surprise, car elle était requise pour pouvoir entériner le projet de changement de régime visant à assurer et garantir l'inamovibilité du président Faure Gnassingbé à travers le poste de président du Conseil de ministres. À bien des égards, cette victoire consacre plus que jamais l'emprise du président et de son parti sur le pays. Vous avez écouté à l'instant Bergias Mieté, qui est chercheur associé au laboratoire Afrique dans le monde à Sciences Po Bordeaux en France. Votre réaction? Ben, c'est tellement limpide ce qu'il a dit, et on constate que au-delà des frontières du Togo, au-delà des Togolais, les observateurs à l'extérieur se rendent bien compte que toute cette manipulation de la Constitution n'est faite que pour permettre à M. Faure Gnassingbé de mettre son emprise sur le Togo de manière illimitée. Vous voyez, M. Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir en 2005 en violant la Constitution. En 2018, il a changé la Constitution pour remettre les compteurs à zéro. C'est ça, c'est son second coup d'État. Et ce qu'il vient de faire aujourd'hui, en changeant purement et simplement la Constitution, est un troisième coup d'État. On ne peut pas gouverner un pays à coup de coup d'État. Oui, mais est-ce que c'est changement de constitution ou révision de constitution? Mais ils ont bien marqué que nous sommes dans la 5e République. Mais quand on change... Non, ce sont des gens qui ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas ce qu'ils disent, ils nous racontent n'importe quoi. Le matin, ils disent une chose, le soir, ils disent autre chose. On nous a cassé les oreilles ici en parlant de révision de constitution, de modification de constitution. Les terminologies s'entrechoquaient, ils ne savent même plus quel élément de langage il faut adopter. Vous savez, ils ont simplement violé la Constitution. On marque la pause. Monsieur Nathaniel Olympieux, on revient dans quelques minutes pour la Constitution. Alors, par rapport à la Constitution, Maître Apevon a dit au cours d'une conférence de presse la dernière fois que même minoritaires, ils vont véritablement résister à l'Assemblée nationale contre cela. Monsieur Jean-Pierre Fabre l'a dit encore hier au cours de la conférence de presse que non, ils ne sont pas d'accord et ils ne vont pas laisser prospérer cela. Au Front citoyen Togo debout,
au front touche pas à ma constitution, vous aussi vous êtes vent debout contre cette même constitution. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous voudrez ou bien vous comptez faire par rapport à cette constitution qui est actuellement promulguée par le chef de l'État? La loi a été promulguée, c'est vrai, et donc elle entre en application. Mais cette loi est le fruit d'un coup d'État. Donc, nous ne nous reconnaissons pas dans cette constitution-là. Et la constitution de 1992 stipule dans son article 150, alinéa 2, que lorsqu'il y a un coup de force, et ce qui vient de se passer est un coup de force, lorsqu'il y a un coup de force, les citoyens togolais ont le droit sacré de s'opposer, de résister, et le devoir impérial de s'opposer, de résister. Nous allons nous inscrire dans cette disposition de la Constitution pour résister contre cette forfaiture. Résister, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, les citoyens togolais, nous ne reconnaissons donc pas cette constitution et nous allons continuer de marteler et de nous organiser pour faire comprendre au régime que nous n'acceptons pas cette constitution. Nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons aller le dire aux élus. Nous devons aller le dire à nos chefs traditionnels. Nous devons aller le dire dans toutes les organisations qui représentent l'État d'une façon ou d'une autre. Oui, mais quand même, au niveau, quand la loi est promulguée, ça veut dire que ça devient exécutoire. Oui, ils ont la force, c'est pour ça qu'ils imposent les choses par la force. Mais la plus grande force, c'est celle du peuple. Et si le peuple décide de ne pas s'inscrire dans cette constitution, mais ils ne pourront pas mettre le fusil sur la temple de chacun des 8 500 000 Togolais. C'est ce que nous devons avoir à l'esprit, nous les Togolais, que nous sommes la force de ce pays. Nous sommes l'énergie vitale de ce pays. Et si nous décidons que cette constitution ne va pas s'appliquer à nous, elle ne s'appliquera pas à nous. L'opposition dans son ensemble n'est pas d'accord sur cette loi. Le front, tous pas ma constitution, l'est également. Alors, qu'est-ce que vous demandez? Nous avons demandé au régime de ne pas voter cette loi. Nous avons fait ce qu'il faut pour que le régime entende que nous ne voulons pas de la manière dont cette loi est menée. Puisque nous ne connaissons même pas le contenu complètement. Donc, ce n'est pas le contenu véritablement que nous mettons aujourd'hui sur la sellette, mais c'est la manière dont ça a été fait. Et nous l'avons fait, nous l'avons dit, nous l'avons hurlé. Ils nous ont négligés, ils nous ont méprisés. Ils n'ont pas tenu compte de tout ce que le peuple a dit. Donc, qu'est-ce qui reste au peuple à faire? C'est de ne pas reconnaître ce qu'ils ont fait, puisque c'est pour nous qu'ils l'ont fait. C'est pour nous, c'est nous qu'ils veulent diriger avec cette constitution. Mais nous ne l'acceptons pas. Nous ne nous inscrivons pas. Ils disent que tout le monde, il y aura beaucoup plus de représentativité, etc., etc. Et que le régime parlementaire serait plus bénéfique que le régime semi-présidentiel. Oui, tout le monde sera représenté. Certains seront représentés à 95% et d'autres seront représentés à 5%. C'est ça, la meilleure représentativité. Je pense que ils ont voté leur constitution et ils se sont dotés des outils au niveau de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le nombre de députés qu'il leur faut pour sécuriser l'application de leur constitution. Mais ils le font pour eux-mêmes. Ils ne l'ont pas fait pour les Togolais. Et c'est pour ça que les Togolais ne s'inscrivent pas dans cette constitution-là. C'est pour ça que nous devons nous organiser pour nous opposer à cette constitution. Nous devons résister parce que nous sommes indignés, parce que nous sommes révoltés. Pour aller à un référendum ou bien pour que la loi complètement soit abrogée ou bien retirée de l'arsenal juridique du pays? Eh bien, nous estimons que le point où nous sommes arrivés aujourd'hui, où on a piétiné la constitution, on a méprisé le peuple, il faut s'engager dans un nouveau contrat social. Et le nouveau contrat social nous impose une transition. Il faut que les Togolais se retrouvent pour débattre et se poser la question, dans quel Togo voulons-nous vivre? Et quand on aura répondu à cette question, ça va être la base d'un nouveau contrat social. Et là, ça va être un consensus de tous les Togolais pour donner la nouvelle vision de notre Togo. C'est ce qui s'impose à nous tous aujourd'hui. Et j'appelle
tous les Togolais à s'inscrire dans cette démarche et à lutter pour que cette phase de transition puisse arriver pacifiquement. Donc, vous ne vous inscrivez pas dans cette dynamique de régime parlementaire, mais vous préconisez plutôt une transition. Et comment elle va se matérialiser? Comment ça va être traduit dans le concret? Mais il y a plusieurs voies pour y arriver. Ou bien, de manière soudaine, nos dirigeants sont frappés par une sagesse inhabituelle et décident d'ouvrir la voie à un consensus national. Ça peut se faire, ce n'est pas impossible. Si la volonté politique y est, j'en doute. Mais l'autre voie, c'est que les Togolais eux-mêmes s'organisent pour imposer cette voie-là, pour faire en sorte que cette voie s'impose à tout le monde. Et c'est le travail que nous devons faire. Nous n'avons pas d'autre issue. Si nous ne le faisons pas, eh bien nous allons continuer à être dirigés de cette manière cavalière et méprisante pour nous. C'est une question de dignité aujourd'hui. C'est une question d'honneur pour nous les Togolais. Il faut que le Togolais soit respecté dans sa dignité. Un régime parlementaire pour qui va démarrer que la 5e République va, en tout cas, la 5e République va commencer par un régime parlementaire et beaucoup d'exemples ont été cités. Mais si ce que vous demandez, par exemple, une transition, vous n'avez pas eu suite favorable et le régime parlementaire est toujours maintenu, est-ce que cela, vous allez continuer par le rejeter? Nous allons continuer à rejeter cela jusqu'à ce que ça devienne une réalité. Pourquoi? Parce que simplement, ça a été fait contre nous. Ça a été fait contre les Togolais. Aucun avis des Togolais n'a été pris en considération. Même lorsqu'ils ont demandé, ils ont dit qu'ils allaient faire une consultation et vraiment vite fait sur 3 jours. Au 13 mai. Mais on les a entendus sur les médias dire que de toute façon, nous voulons prendre les choses qui viennent améliorer. Tout le reste, on rejette. Et nous allons promulguer. Ils l'ont dit, ils l'ont fait. Et donc, ça veut dire que ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait contre les Togolais. Et tant que c'est contre les Togolais, nous les Togolais, nous allons nous battre contre pour ne pas que cela s'applique à nous. C'est pour ça que nous n'avons pas d'autre issue, je le répète, j'insiste, que de nous mettre ensemble pour obtenir une phase de transition. C'est ce que nous devons faire. Les Togolais doivent comprendre qu'après avoir manifesté des années, après avoir subi la répression pendant des années, les gens sont en prison à cause de leurs opinions politiques. Les gens sont en exil parce qu'ils ne sont pas d'accord. Les gens, on utilise la justice pour fermer les médias. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste simplement à nous retrouver autour d'une table. Et ça n'est possible que dans le cadre d'une transition. Nous devons avoir un nouveau contrat social. C'est ça que je martèle aujourd'hui. Mais le mandat du président n'est pas encore fini. Les gens qui ont le pouvoir aujourd'hui, ils s'en servent contre le peuple. Ils ne travaillent pas pour le peuple. Et c'est comme ça que nous vivons dans l'obscurité. C'est comme ça que nous vivons sans eau. C'est comme ça que nous vivons dans des hôpitaux qui ne nous soignent pas comme il faut. C'est comme ça que nous avons un système éducatif qui est complètement délabré. Qu'est-ce qu'on offre aux Togolais? J'ai entendu le 27 avril 2023, le chef de l'État, dans une interview, la toute première qu'il offrait à un média local, il disait, eh bien, il ne faut pas que les jeunes aujourd'hui disent que leurs grands-parents n'ont pas eu d'électricité et d'eau, leurs grands-parents n'ont pas eu ceci, leurs grands-parents n'ont pas eu cela, et eux aussi n'ont pas cela, il ne faut pas que ça. Monsieur le chef de l'État, eh bien, les Togolais disent que leurs grands-parents n'ont pas eu de l'eau, leurs grands-parents n'ont pas eu d'électricité, leurs grands-parents n'ont pas eu Internet, comme vous avez dit. Aujourd'hui, 2024, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas d'eau et nous n'avons pas l'Internet qu'il nous faut proprement également. Et je ne parle même pas des hôpitaux, je ne parle pas des écoles, et je ne parle pas des routes, je ne parle même pas de la cherté de la vie. Donc, ce que vous avez dit aux Togolais, et vous aviez déclaré il y a quelques années que vous avez pris de l'argent auprès de la Banque mondiale pour ne plus avoir des inondations dans les rues de Lomé, eh bien, tout cela est faux, puisque à la moindre petite pluie, toutes les rues du Togo sont inondés. Les marchés que vous avez construits récemment sont inondés. Les changements climatiques, ou le changement climatique s'est invité dans le jeu. Vous ne voyez pas? Vous savez, nous sommes dans un pays géographiquement relativement limité. D'accord?
il n'y a pas des choses immenses à faire. Quand je regarde ce qui se passe à côté, au Ghana, au Bénin, et même dans les pays du Sahel qui sont enclavés, eh bien, ce qui est fait dans ces pays en un mandat, voire en 2 mandats, eh bien, ça fait 20 ans que nous n'avons pas le 10e réalisé dans notre pays. C'est aussi ça la réalité. Donc, le changement climatique, laissez ça de côté. C'est pas ce qui empêche de construire les hôpitaux. C'est pas ce qui empêche de construire les écoles. C'est pas ce qui empêche de construire les routes. D'accord? Alors, 92 02 80 63 99 70 70 90, vous voulez participer aussi au débat et poser une question à notre invité. Pelé, vous êtes en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, Excellence. Oui, je pense que tout ce que vous venez de citer là ne profite pas le régime FPI avec ce que moi je vais demander, M. Nathaniel. Je pense que la lutte. Oui, Pelé. Oui, allô. Oui, bougez-vous un peu pour que la liaison soit très bonne. Devant une dictature, il y a 3 chemins. Il y a le chemin du cimetière, il y a le chemin de la prison, il y a le chemin en exil. Monsieur Alberto, qui aujourd'hui a choisi le 3e chemin, et qui est noble pour continuer la lutte. Où est-il? Comment peut l'écouter? Quelle est sa contribution dans cette lutte? D'accord, bien noté. Deuxième intervention est en ligne avec nous. Allô? 92 02 80 63 99 70 70 90. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, votre nom? C'est M. Lalawa. Lalawa. Oui. D'accord. Monsieur Albert. C'est M. Nathaniel Olympio, s'il vous plaît. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Ok. Vous savez, dans ce pays-là, le régime unir, il ne peut rien, il ne pourra rien. Parce que là où nous sommes, il a fait 20 ans, il est incapable de tout. Il est incapable d'anticiper. Ce que moi, je dois vous conseiller de faire, c'est de vous unir et aller voir la communauté internationale. Pour qu'il y ait un changement à toutes les élections. Il faut aller se plaindre là-bas. Et ils vont organiser des élections comme en 58. Et vous allez voir tous les Togolais vont sortir. Et tous, vous allez sortir tous les feux. Et vous allez voir comment cela va se passer. Et vous allez sortir gagnant. D'accord. Ok, bon, merci. Merci Lalawa pour votre question. Auditeur en ligne avec nous, le 3e intervenant sur le 92 02 80 63 99 70 70 90. Allô? Allô, bonjour. Oui, monsieur Gado, bonjour. Oui, bonjour, président. Monsieur Gado, bonjour. Oui, vous savez, président, franchement, ce régime ne recule rien, ne recule pas. Même un ministre avait dit qu'il n'y aura pas de 18 ou bien je ne sais pas si c'est 19 août. Tout ce que vous faites là, le régime ne vous attend pas. Sinon, pourquoi n'ont pas discuté de ça avec vous à CPC ou bien CPI, moi je ne sais pas. Mais maintenant, ils ont tout promulgué. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous voyez que le pays est en train de sombrer. Ça, franchement, le pays sombre sérieusement. Merci, bonne journée. C'est très sérieux. Donc. Alors, bien noté, cher ami Gado, et nous allons accueillir le dernier auditeur pour cette tranche d'intervention des Togolais. Allô? Alors, c'est comme la vie. Ah, monsieur comme la vie. D'accord. Bon, l'invité dit que le peuple s'organise. Le peuple s'organise, il trouve l'armée bien armée devant lui. Et on fait comment? Le peuple s'organise. L'armée nationale, qui devient une armée, je ne sais pas, se trouve devant le peuple. On fait comment? Bien noté. Alors, vous avez écouté les uns et les autres. Pour M. Komlanvi, vous demandez à la population, ou disons au peuple, de s'organiser de concert avec les partis politiques, les leaders, bien évidemment. Mais si il y a une barricade devant le peuple, comment ça va se passer? Je pense que justement, on a conditionné les Togolais pour qu'ils se mettent toujours en situation
d'opposition face à l'armée. C'est un conditionnement qui a été fait. Et ça rentre dans la stratégie du pouvoir. Parce que un peuple qui est en harmonie avec son armée, eh bien, il n'y a plus rien devant. Donc, on a créé les conditions pour que le peuple et l'armée ne puissent pas s'entendre. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Moi, je dis toujours, et je le répète ici, dans les studios de Radio Victoire, que l'armée togolaise n'est pas contre le peuple togolais. Il y a des généraux, quelques officiers qui profitent de la situation de dictature au Togo. Ce sont eux les responsables. Mais on ne doit pas jeter l'anathème sur tous les militaires. On ne doit pas dire l'institution militaire est contre les citoyens togolais. Ce n'est pas vrai. D'accord. Alors, pour M. Gado, le régime ne recule devant rien. Vous avez tout fait, mais la loi est votée et puis promulguée. Alors, tout porte à croire comme si tout est verrouillé et le pays sombre. Oui, mais ce n'est pas parce que le voleur vient chez vous, ramasse tout et que vous êtes démunis que vous devez le laisser continuer. Le pays sombre, justement, c'est pour ça que nous devons nous lever, pour ne pas laisser le pays disparaître. Le pays sombre, c'est pour ça que nous devons nous battre, pour ne pas le laisser, alors que nos grands-mères et nos grands-pères du nord au sud se sont battus pour avoir l'indépendance pour ce pays. Le pays sombre aujourd'hui parce que nous les jeunes, tous les jeunes et nous les aînés, nous laissons faire. Nous ne nous organisons pas comme il faut. C'est notre devoir. Et je crois que l'heure a sonné pour que jeunes et moins jeunes, ensemble, nous disons ça suffit, nous ne devons pas laisser ce pays sombrer. Monsieur Lalawa dit le régime ne pourra rien, en tout cas rien laisser ou lâcher. L'opposition doit s'unir et aller voir la communauté internationale et demander que les élections soient organisées à la 1958. En 1958, les conditions ont permis que les leaders de l'indépendance puissent demander à l'ONU d'organiser les élections parce que le statut de pays sous mandat du Togo permettait cela. Aujourd'hui, nous sommes un pays qui a son indépendance. Et donc, il revient aux Togolais eux-mêmes de se lever et d'affronter ce qu'ils subissent. En affrontant ce que le peuple subit, peut-être que des gens à l'extérieur peuvent intervenir et apporter un accompagnement. Mais on ne peut pas simplement se lever, aller voir les gens à l'extérieur en leur disant « Venez résoudre notre problème à notre place ». C'est à nous, Togolais, de faire le travail. C'est pour ça que je n'arrête pas de dire « Nous devons travailler la main dans la main, les leaders et le peuple togolais pour atteindre les objectifs que nous voulons. » Et pour finir, donc, Pelé, lui, il a également fait sa démonstration. Pourtant, il a insisté sur le fait Alberto Olympio a choisi, lui, la voie de l'exil. Alors, quelle est aujourd'hui sa contribution dans la lutte? Je pense qu'il y a énormément de Togolais, trop de Togolais en exil. Et il y a trop de Togolais en prison. Et il y a trop de Togolais qui sont aujourd'hui morts à cause de la question politique. Il est temps que chacun d'entre nous, dans la diaspora, en exil ou sur le territoire, il est temps que chacun apporte sa contribution. Et oui, ceux qui sont en exil ne le sont pas de gaieté de cœur. Personne n'est heureux en étant en exil. Certains meurent en exil. Nous devons mettre un terme à cette situation et c'est nous, avant tout, qui sommes sur le territoire, c'est nous qui devons mener cette lutte-là. Elle doit être citoyenne, elle doit être vigoureuse, et elle doit dire à ce régime, ça suffit. Monsieur Nathaniel Olympio, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien, mais juste une petite préoccupation. Alors, ceux qui ont été élus comme députés, doivent-ils aller siéger ou non? Je pense que il est difficile pour des gens qui se sont engagés, qui se sont battus, qui ont fait campagne, qui ont dépensé beaucoup d'argent, qui ont mis de la sueur et qui ont pu obtenir un siège. Eh bien, il faut leur laisser la liberté de décider de ce qu'ils veulent faire avec leur siège. Ils l'ont fait en âme et conscience. Ils l'ont fait pour les Togolais. Eh bien, laissons-leur décider comment
cet effort peut apporter quelque chose de concret aux Togolais. C'est à eux d'en juger. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Nathaniel Olympio. Merci de m'avoir invité. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour la coordination technique sous la houlette de Vincent Haïté avec Ala Amjoy et puis Claudia Adino. Moi, je suis Joachim Wetim, c'est fini pour aujourd'hui. Tout à l'heure à 9h, Nessie Nakogo et son équipe va vous retrouver. Et son équipe, bien sûr, vont vous retrouver. Et puis, ce sera à 13h, la deuxième édition, à 18h, troisième édition. Merci.